Bonjour tout le monde. Me voici à nouveau près de vous et je dois avouer que je prends un grand plaisir à passer ces moments en votre compagnie. Dans cette nouvelle chronique, je vais vous inviter au voyage. Comme l'indique mon accent qui ne vient pas du lac Saint-Jean, je suis une immigrée tombée en amour avec le Québec voilà maintenant 30 ans. Mais, comme tout à chacun qui vient d'ailleurs, on n'oublie jamais ses racines. Alors j'ai pensé que de vous faire partager le pays de mes origines pourrait vous inciter à aller le visiter. Je vais commencer mon périple par ma ville natale, que nous essaierons de traverser le plus possible à pied, en sachant que vous pourrez toujours vous faire aider par le métro, les bus et même les péniches. Il sera donc nécessaire de prévoir un plan de la ville et un plan des transports en commun pour évaluer les distances à parcourir. Puis, un peu plus tard, dans une autre chronique, je vous ferai découvrir la France en nous promenant au travers de ces régions, afin de découvrir leurs attraits culturels, leur langue ou patois, leurs spécialités culinaires et viticoles. Pour finir dans cette chronique, je vous raconterai ma découverte du Québec avec les yeux d'une immigrante, aujourd'hui bien intégrée et heureuse. Bien entendu, ces parcours qui seront parfois assez longs, contrairement aux voyages organisés qui vous font survoler les sites, demanderont de nombreux jours, semaines, voire voyages pour être accomplis. Et malgré cela, vous n'aurez vu qu'une partie des beautés à visiter, tant dans ma ville qu'en France ou au Québec. J'espère que cette nouvelle chronique vous permettra de vous évader quelques instants en ma compagnie. Et si des personnes souhaitent avoir une copie reliée sur papier avec quelques photos de ces traversées, je pourrai les fournir moyennant un coût modeste. J'invite également toute personne d'ici ou d'ailleurs qui voudrait nous présenter sa ville, sa région ou son pays à écrire un texte et me le faire parvenir par courriel ou message privé afin que je le lise en ondes. Pour les personnes peu à l'aise avec le français, je reste disponible pour les accompagner dans l'écriture. Je me dois aussi de vous préciser que si je connais tous les sites que nous allons traverser ensemble pour y être allé dans mon enfance et ma jeunesse, j'ai trouvé une grande aide pour les références historiques avec les informations de l'Office du tourisme français. Maintenant, place au voyage. Et je commence par une devinette pour un programme de découverte avec un peu d'histoire de façon simple et la plus exhaustive possible pour vous faire découvrir et apprécier ma ville à pied pour les plus courageux. Si je vous dis Lutèce, ou par des surnoms Pentruche ou Paname, si je continue avec les expressions la ville lumière, la ville aux 100 villages, la cité de l'amour, la plus belle ville du monde, la capitale de la mode, la capitale de la création, de la gastronomie, de l'art de vivre, si je mentionne qu'elle a été mise à l'honneur en chanson avec Miam Mathieu, Charles Aznavour, Piaf, Maurice Chevalier, Miss Tinguette, Yves Montand, et plus récemment par Jacques Dutronc, Zaz, Patrick Bruel, Serge Lama, Au-delà des océans par Joséphine Baker, Bing Crosby, Frank Sinatra, Paul Anka. Alors, vous avez deviné dans quelle ville vous allez faire une traversée? Eh oui, c'est Paris. Paris qui fut d'abord Lutèce, fondée au 1er siècle avant Jésus-Christ et qui devint Paris vers l'an 310. Elle fut choisie la capitale de la France par Clovis en l'an 511. Pour mieux comprendre Paris et ses arrondissements, il faut savoir que la ville a été conçue et remodelée tel un escargot par le baron Haussmann sous Napoléon III vers 1860. Les arrondissements forment une spirale partant du centre sur la Seine vers l'extérieur en tournant dans le sens des aiguilles d'une vieille horloge. Le premier arrondissement est au centre et le 20e arrondissement est à l'extrême est. Un petit aperçu global avant de vous présenter Paris plus en détail, quartier par quartier. Dans le premier arrondissement se trouve le Louvre, ancien palais devenu musée, le Forum des Halles à la place des Halles, l'église Saint-Eustache, le palais royal et le palais de justice dans l'île de la Cité. L'hôtel de ville, lui, se trouve dans le 4e arrondissement. Dans le 8e arrondissement se trouve l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, la place de la Concorde, l'église de la Madeleine et bien sûr le palais de l'Élysée, siège de la présidence de la République. Dans le 7e arrondissement, on trouve la Tour Eiffel, tout comme l'hôtel Matignon où travaille le Premier ministre, le Palais Bourbon où siège l'Assemblée nationale, le musée d'Orsay où sont exposés de nombreux peintres impressionnistes
les Invalides où se trouve le tableau de Napoléon et le musée du Quai Branly dit Jacques Chirac, musée des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. Dans le 18e arrondissement, on visitera la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre et plus bas, Pigalle. Chaque arrondissement de Paris donne lieu à des clichés tels le 16e arrondissement est celui des riches, le 5e est celui des universités, le 11e, où se trouve la salle de concert Le Bataclan, est devenu un arrondissement branché où l'on se retrouve en fin de semaine pour boire un verre. Le 13e est le quartier chinois, tandis que le 18e, le 19e et le 20e sont des quartiers dits populaires. Paris peut être aussi présenté en deux parties bien différentes l'une de l'autre, la rive droite et la rive gauche. Considérons que Paris soit un cercle coupé par un diamètre nommé la Seine. Les arrondissements situés au nord de la Seine représenteraient la rive droite et ceux situés au sud de la Seine représenteraient la rive gauche. Mais en rester là serait trop simple. Pour bien comprendre l'importance de ces deux rives, il faut se plonger furtivement dans l'histoire, puisque c'est au Moyen-Âge que se crée la différenciation, toujours actuelle, de Paris entre la rive droite commerçante et la rive gauche bohème. La rive droite se développe notamment grâce à l'essor du commerce. La rive gauche fait place aux arts et à la création. La rive gauche est dite le quartier des bobos, avec des quartiers moins vivants, exception du quartier latin, qui devient au fil des années un centre culturel majeur pour la capitale, dominé par les 4 majestueuses tours de la Bibliothèque nationale de France. Examinons maintenant à la loupe les différences. Paris rive droite, actuel est le quartier du commerce avec les Halles et celui des affaires avec le quartier Opéra, mais aussi celui du luxe avec les Champs-Élysées. Même si se créent tranquillement des arrondissements dits bobos ou en passe de le devenir, tels les 10e, 11e et 12e arrondissements. La rive droite peut aussi être une référence à une certaine forme d'élégance et de sophistication avec ses rues et ses avenues les plus connues, les Champs-Élysées, la rue de la Paix, la rue de Rivoli ou l'avenue Montaigne. Paris rive gauche, avec des ateliers d'artistes, avec la Tour Eiffel et la Bibliothèque nationale de Paris, rive gauche est le quartier des arts et de la création. Le Paris rive gauche reste plus modeste par le nombre de ses arrondissements, mais malgré tout, elle brille par son aspect dit intellectuel avec le quartier latin et Saint-Germain-des-Prés, sans oublier bien sûr le côté artistique avec le quartier Montparnasse. Une de ses rues les plus connues est le boulevard Saint-Germain, célèbre pour ses cafés et ses inconditionnels personnages de l'après-guerre, Sartre, Boris Vian, Juliette Gréco, entre autres. Après ces quelques précisions et explications sur la création de Paris, nous allons pouvoir la traverser de la rive gauche à la rive droite. Je vous invite donc à commencer la visite par la rive gauche et plus particulièrement par le premier arrondissement. Paris rive gauche, l'île de la Cité. L'île de la Cité est le plus vieux quartier de Paris. Il regroupe des sites incontournables lors d'une visite de la capitale. Le Pont Neuf, Notre-Dame, le pont de l'Archevêché. L'île de la Cité a une position centrale entre le Châtelet, rive droite, et Saint-Germain-des-Prés, rive gauche. Vous y trouverez la cathédrale Notre-Dame de Paris. Située sur l'île de la Cité, cette cathédrale de 8 siècles à l'architecture gothique française a demandé 300 ans pour sa construction. C'est pourquoi on découvre différents styles architecturaux, gothique français, renaissance, naturalisme. Si vous vous placez à environ 25 mètres de sa façade, vous découvrirez sous vos pieds le kilomètre zéro, qui symbolise le point de départ de toutes les routes de France. En continuant votre visite par la rue de la Cité, vous découvrirez l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, qui est le plus ancien hôpital de Paris. Il fut fondé en l'an 651 par l'évêque Saint-Landry. Sa proximité avec Notre-Dame de Paris ne tient pas du hasard, puisqu'à une certaine époque où la médecine restait une science très approximative, on demandait souvent l'aide de Dieu pour sauver les malades. Vous pourrez continuer votre visite par la rue de la Cité, puis la rue de Lutèce, pour atteindre la rue Aubé, afin de découvrir le marché aux fleurs et d'oiseaux, situé sur le quai de Corse et la place Louis Lépine.
Le marché aux fleurs propose depuis 1801 de grandes variétés de plantes et fleurs avec le dimanche des marchands d'oiseaux. Les bouquinistes. Vous ne pourrez pas rater le long de la Seine les bouquinistes. Sur la rive gauche comme sur la rive droite, les bouquinistes font partie du paysage parisien, constituent une animation, une attraction culturelle, un patrimoine littéraire et historique. Du pont Marie au quai du Louvre sur la rive droite et du quai de la Tournelle au quai Voltaire sur la rive gauche, quelques 217 bouquinistes dans leurs 900 boîtes vous attendent pour vous faire découvrir leurs trésors, 300 000 œuvres littéraires, livres anciens et contemporains. Palais de justice et 36 quai des Orfèvres, appelé la PJ. Le 36 quai des Orfèvres. Si Londres avait Sherlock Holmes, si Los Angeles avait Colombo, la brigade criminelle de Paris, située au 36 quai des Orfèvres, avait le commissaire Maigret, avec son chapeau feutre et sa pipe. Le 36 quai des Orfèvres, c'est un siècle d'histoire avec un grand H et d'histoire avec un petit H. De la mondaine à l'anti-gang, en passant par la crime, nombreuses et retentissantes ont été les affaires traitées. Enlèvement du baron Empin, l'affaire des terroristes dites les Irlandais de Vincennes, les attentats terroristes du groupe islamique armé de 1995. Puis aussi celles qui ont marqué l'histoire avec le grand H de la police parisienne, la bande à Bono, les affaires Stavisky, Petiot, Ben Barka, Markovic, etc. C'est au 36 quai des Orfèvres que naîtront en France les premières brigades pour les affaires criminelles dites la crime, et qui verra aussi la naissance de la police scientifique. Aujourd'hui, le 36 quai des Orfèvres s'est vidé de nombreux services partis dans le quartier des Batignolles et ne conserve que la brigade de recherche et d'intervention ou la BRI, nommée aussi l'anti-gang, pour intervenir plus vite en cas d'attaque terroriste. Le palais de justice, situé au cœur de Paris, sur l'île de la Cité, le palais est indissociable de l'histoire de la royauté, puisque le palais fut longtemps la demeure des souverains. Le roi concentre en sa personne le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, mais aussi l'autorité judiciaire. Le palais de justice occupe plus de 4 hectares au sol et dans les étages sur près de 200 000 mètres carrés. À l'intérieur, on compte environ 24 km de couloirs, 7000 portes et plus de 3150 fenêtres. Aujourd'hui, les bureaux et services du palais de justice ont rejoint la nouvelle cité judiciaire près de la Crime, dans le quartier des Batignolles. La Sainte-Chapelle, avec son ensemble unique de 15 hautes verrières, fut construite par Saint-Louis au milieu du XIIIe siècle au cœur du palais de la Cité pour abriter les reliques de la Passion du Christ. Après le premier arrondissement, vous vous dirigerez en direction sud pour découvrir les 6e et 5e arrondissements. Saint-Germain-des-Prés, le fameux quartier aux nombreux attraits, abrite l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et est réputé pour rassembler quelques-uns des cafés les plus légendaires de la capitale, tels que le Café de Flore et les Deux Magots. Le Jardin du Luxembourg, élaboré à l'initiative de Marie de Médicis, ce jardin est situé entre Saint-Germain-des-Prés et le quartier latin. Il couvre une superficie de 25 hectares, comprenant le somptueux jardin français et anglais. Au cœur du jardin du Luxembourg, la fontaine Médicis est l'une des plus belles fontaines de Paris et l'un des lieux les plus romantiques de la capitale. Le quartier latin concentre de nombreux vestiges de l'histoire de la capitale, car cet endroit se situait à la Lutèce romaine sous Jules César. On y retrouve des monuments de toutes les époques, ce qui en fait un quartier historique. Au cœur du quartier latin, le plus vieil arbre de Paris, que vous pourrez contempler à l'intérieur du square Viviani, regarde la ville se transformer depuis plus de 4 siècles. La rue Mouffetard, l'une des rues les plus vieilles de Paris, ancienne voie romaine s'étend sur 600 mètres de long. La rue Mouffetard était souvent représentée comme le refuge de la pègre des clochards de Paris. Aujourd'hui, c'est un quartier qui abrite certains des plus beaux jardins de la capitale et des monuments d'exception comme la Grande Mosquée de Paris ou le Panthéon. La Grande Mosquée de Paris, plus vieille mosquée de France, inaugurée en 1926, elle fut inspirée de la mosquée de Fès au Maroc et sa construction fut décidée après la Première Guerre mondiale
pour rendre hommage aux 70 000 morts pour la France de confession musulmane. Le Panthéon, sa silhouette et son dôme se détachent sur la montagne Sainte-Geneviève, colline historique du quartier d'Antin. Cette ancienne église abrite dans sa crypte, depuis la Révolution française, une nécropole de grands personnages de la République, dont Victor Hugo, Marie Curie et Alexandre Dumas. Le jardin des plantes. Créé en 1626, ce jardin a, depuis sa création, une fonction scientifique et pédagogique. C'est un espace vert où vous pourrez découvrir près de 400 espèces botaniques et admirer gratuitement la diversité de la flore mondiale. Le jardin des plantes est devenu muséum d'histoire naturelle en 1793. Les arènes de Lutèce, seul vestige de l'époque gallo-romaine, les arènes de Lutèce ont été édifiées au 1er siècle, en partie détruites lors d'invasions barbares, redécouvertes lors des travaux haussmanniens de 1860. Vous quitterez le 5e arrondissement pour vous orienter vers l'est et flâner dans les rues du 13e arrondissement. La Bibliothèque nationale de France, appelée François Mitterrand. En plein cœur du 13e arrondissement, rue de Richelieu, se dresse depuis 1995 la majestueuse Bibliothèque nationale François Mitterrand qui accueille une partie des collections historiques. La Bibliothèque nationale de France, héritière des collections royales constituées depuis la fin du Moyen Âge, est d'une certaine façon la gardienne de tous les savoirs du monde. Les frigos, ateliers d'artistes. C'est en 1980 que cette ancienne gare frigorifique, laissée à l'abandon par la SNCF, le service de train français, a été divisée en lots. Dès lors, les artistes ont investi des lieux pour créer des ateliers. Ce centre culturel regroupe sur plusieurs étages 14 professions différentes, avec 120 professionnels de tout domaine: peintres, sculpteurs, photographes, architectes, éditeurs, entreprises, couturières, stylistes, luthiers, etc. À la fin de ce parcours, je pense qu'il sera nécessaire de vous aider des transports en commun pour quitter le 13e arrondissement et repartir vers l'ouest dans le 15e arrondissement. La tour Montparnasse, observatoire panoramique. Du haut de ses 210 mètres, la tour Montparnasse surplombe Paris. En 38 secondes, l'ascenseur le plus rapide d'Europe vous transporte à 196 mètres d'altitude pour profiter de la plus belle vue de Paris. C'est dans un nouvel espace ludique, moderne et très confortable que vous pourrez admirer tous les monuments et quartiers parisiens. La Tour Eiffel, les Invalides, Notre-Dame, Montmartre, le Sacré-Cœur, le Jardin du Luxembourg, le Centre Pompidou, Saint-Germain-des-Prés, la Défense, le quartier latin. Profitez de votre visite au 56e étage pour faire une pause gourmande ou romantique au 360 Café, le plus haut bar panoramique de Paris, où par temps clair, depuis cet observatoire, votre vue portera jusqu'à 40 km. Vous terminerez votre découverte de la rive gauche en arpentant les rues du 7e arrondissement. Hôtel des Invalides, musée de l'armée. Construit de 1671 à 1676 sous le règne de Louis XIV, l'Hôtel Royal des Invalides est l'un des monuments les plus prestigieux de Paris. Aujourd'hui, il abrite le ministère de la Défense, mais également de nombreux organismes dépendant d'autres ministères. L'Hôtel national des Invalides conserve toujours sa fonction première d'hôpital-hospice pour les grands invalides, les combattants blessés ou mutilés de faits de guerre. Outre le musée de l'armée, il abrite le musée des plans reliefs et le musée de l'ordre de la Libération, ainsi que les deux églises, l'église du Dôme avec le tombeau de Napoléon Ier et l'église Saint-Louis des Invalides. La gare d'Orsay est devenue le musée d'Orsay. La gare fut inaugurée à la veille de l'exposition universelle de 1900. À partir des années 30, la gare d'Orsay commença à sombrer lentement dans la décadence en fermant ses lignes extérieures pour les remplacer par des lignes en gare souterraine. En 1945, réquisitionnée par les Allemands sous l'occupation, elle fut restituée à la France pour accueillir le retour des prisonniers. En 1954, l'abbé Pierre installa ses chiffonniers dans la nef et y prononça ses discours. Puis la gare se transforma peu à peu en lieu de stationnement, puis en hôtel. En 1962, elle servira de décor au film Le procès d'Orson Welles et en 1969, on tournera des scènes du conformisme de Bertolucci.
En 1973, la gare extérieure fermera définitivement ses portes. C'est Valéry Giscard d'Estaing, en 1974, élu président de la République, qui décida de faire entreprendre de grands travaux afin de créer et d'installer le musée d'Orsay, musée d'art du XIXe siècle, qui ouvrit ses portes en 1986. Le musée d'Orsay est un musée qui regorge de chefs-d'œuvre et qui prouve que Paris est une ville culturellement riche. Il abrite des collections permanentes d'art moderne et impressionniste, ainsi que diverses collections temporaires, telles les grandes œuvres de Monet, Cézanne, Seurat et Van Gogh. Enfin, vous finirez ce périple en beauté avec la Tour Eiffel et le Champ de Mars. La Tour Eiffel, la Dame de Fer française, est certainement le monument le plus emblématique de Paris, où vous pourrez avoir une vue panoramique sur toute la ville. Cette tour massive, avec son impressionnante stature colossale en fer, a été conçue par Gustave Eiffel et construite à la fin du XIXe siècle. Le parc du Champ de Mars, ouvert en 1780, s'étend de l'école militaire à la Tour Eiffel. Une des belle surprise du parc est la présence du mur de la paix, érigé en mars 2000 devant l'école militaire. Il est maintenant temps de dire au revoir à la rive gauche de Paris, en traversant la Seine par le pont d'Iéna afin d'aller découvrir la rive droite. Le temps de cette traversée vous permettra de vous reposer, de prendre repas et force pour entreprendre les parcours de la rive droite, si riche en monuments et quartiers et découvertes. Je vous dis au revoir, à bientôt pour la suite.